qu'on a un taux d'erreur sur nos commandes de 0,03%. Je lève mon chapeau à mon équipe en magasin. Les gens sont très, très sharp. Écoute, des défis, il y en a, mais si on deal avec des produits qu'on vend, des fournisseurs qu'on vend, c'est pas une nouvelle business pour nous, c'est juste un nouveau channel. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Entre deux pubs présenté par l'agence de marketing web RabLab. Aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 24 de la deuxième saison. Il n'y a pas 24 épisodes dans la deuxième saison. On a juste décidé d'étirer la première saison parce que c'est ce que Apple Podcast veut. Aujourd'hui, on a le plaisir et le privilège de recevoir un de nos clients, puis aussi une entreprise très connue au Québec, Philippe-Antoine Defoy, de l'entreprise Popeye Québec et Maritime, dis-je bien, très important, et aussi copropriétaire de deux autres entreprises. Donc, Philippe-Antoine, aujourd'hui, va nous parler de, évidemment, son succès et son parcours avec Popeyes Québec et Maritime. Il va aussi nous parler de Everwell, entreprise qu'il a cofondée tout récemment, puis Action Coach aussi, qu'il a cofondé tout récemment, donc copropriétaire de ces trois belles entreprises-là. Philippe-Antoine, salut! Salut JP, comment ça va? Ça va super bien, numéro 1. Et toi-même? Ça va tout le temps bien. Je le sais que toi, ça va tout le temps bien. Surtout quand tu reviens du Costa Rica, c'est le moment parfait pour te prendre. On est dans les meilleures grâces. Avant que, avant que ça recommence, c'est un bon timing. Je suis bien reposé, prêt pour un automne très, très chargé. Mais moi, j'aime ça quand il y a de l'action. Je me plains pas, au contraire, très heureux de ce qui s'en vient pour nous. Effectivement, puis d'ailleurs, automne occupé, on va en parler. Donc, on va un peu démystifier là aujourd'hui. L'émission est faite un peu en deux parties pour ceux qui sont habitués de nous écouter. Donc, on va parler principalement, première partie, de ton background, qu'est-ce qui t'a mené à Popeyes Québec. Puis c'est drôle parce que avant qu'on commence, je t'avais un peu donné quelques pointeurs, ces questions, puis j'ai sincèrement aucune idée. Je le sais même pas moi-même. On a commencé à travailler ensemble en 2020 et j'ai aucune idée comment a apparu. Puis là, je vais pas me tromper, c'est 33. C'est combien de franchises? 27 magasins pour 20. mon groupe. Exact. La bannière Coast to Coast, c'est 130 magasins. Fait que j'ai aucune idée comment est apparu autant de magasins dans ton portefeuille. Fait que j'ai envie qu'on parle de ça. Puis tu me parleras aussi également des deux entreprises. Fait que première partie, on va parler de ça. Puis on va aussi parler de justement qu'est-ce que vous avez fait pour avoir un modèle hybride. Donc, vous êtes parti d'un modèle qui était exclusivement retail, un modèle hybride qu'on appelle donc retail puis e-commerce en 2020. Puis on va parler un peu des défis que ça peut occasionner. Deuxième partie, j'aimerais ça également qu'on parle de tout ce qui est justement un petit peu plus avancé au niveau du retail puis du e-commerce. Donc, vous avez eu une belle nomination qui a apparu en début d'année. Puis ensuite de ça, vous faites des super belles choses au niveau du e-com. Fait que j'aimerais ça qu'on démystifie ça pour tous nos auditeurs. Bien, première des choses, PA, peut-être nous présenter aussi un peu le portrait de l'entreprise. Puis encore une fois, je veux qu'on démystifie comment tu es arrivé à ce portefeuille-là aussi impressionnant de bannières à ton actif. Là. Oui, parfait. Ben, merci pour les bons mots et l'intro. Moi, je suis en affaires depuis que je suis tout jeune. J'ai toujours été intéressé par le domaine des affaires. Mon parcours a été jalonné de plusieurs choses. À l'âge de 8 ans, j'ai commencé à livrer des journaux. J'en ai monté le concept un peu plus, de façon un peu plus structurée avec des employés. À 8, 9, 10 ans, j'avais déjà des Quand gens même. qui travaillaient avec moi. Fait que j'ai toujours été quelqu'un qui avait de l'ambition. Donc, quand je suis sorti de mon bac en administration en 2002, j'avais une expérience dans le domaine des affaires. J'avais eu une entreprise dans le domaine de la production de spectacles, des tournées qu'on faisait avec des artistes hip-hop, qu'on faisait venir de la France, les groupes aussi connus que I.Am, qu'on a amené pour la première fois au Québec, pour le nommer le plus connu, le plus populaire. Puis, quand je suis rentré à l'université, je suis rentré dans une bannière qui s'appelait Collège Pro. C'était des peintres étudiants. Ça a été une école d'entrepreneurship pour moi exceptionnelle. J'ai eu l'opportunité de toucher à tous les départements de l'entreprise, que ce soit les opérations, la production, le marketing, les ventes, la comptabilité. Puis j'ai eu
une expérience vraiment très, très formatrice là, qui a vraiment mis les bases de l'homme d'affaires que je suis aujourd'hui, qui avait fait son bout de chemin, qui avait fait ses essais, ses erreurs, qui avait géré du personnel, tout ça. Mais écoute, je me retrouvais à l'époque avec une entreprise, j'avais probablement, je ne me rappelle pas, mais 18, 19 ans, j'employais des gens 40, 45, 48 ans à l'époque. Fait que c'était quand même un Quand même. défi de gestion. Puis quand j'ai terminé mon bac en administration, j'ai décidé de quitter la région de Québec. Moi, je suis originaire de la région de Québec. J'ai décidé de quitter pour m'en venir dans la région de Montréal. Pendant quelques années, j'ai quitté le domaine des affaires, pas nécessairement par désir, mais tout simplement parce que j'avais pas de projet à ce moment-là. Fait que quand tu n'as pas de projet, quand tu n'as pas d'entreprise, quand tu n'as pas d'idée entrepreneuriale, j'ai pour mon dire qu'il faut gagner sa vie. Exact. J'ai pas eu l'opportunité d'avoir des parents qui m'ont aidé financièrement. Donc, aux alentours des années 2005, j'ai commencé à me réintéresser de façon plus pointue au domaine des suppléments. Mes premières expériences avaient été dans les années 90. Avec mon frère, on s'entraînait déjà. J'ai toujours été un passionné de sport, d'entraînement, d'activité physique, de plein air. Puis, en 2005, je travaillais pour une compagnie américaine. J'étais représentant pour des équipements dentaires. Puis, je voyageais beaucoup au Québec, au Canada, aux États-Unis. Et puis, un de mes amis de la région de Québec m'a parlé de travailler pour une bannière qui s'appelle GNC, qui était vraiment très, très implantée au Canada, aux États-Unis, partout dans le Qui est ton monde. compétiteur aujourd'hui, là. Qui est un compétiteur, ouais, qu'on a Ouais. quand même passablement, je te dirais, combattu. Là, le feu pour Ouais. le feu. Il en reste peu. Au pic, GNC avait 228 magasins au Canada. Il y en a moins de 50 aujourd'hui. Très, très peu. Probablement disparu de mon marché Québec-Maritime. Il y a peu de vestiges. Puis, donc, il m'a parlé de l'opportunité Popeyes. C'était une bannière qui commençait son expansion. Ça provient de la région d'Edmonton, donc l'Ouest canadien. Puis à ce moment-là, j'ai décidé d'acheter les droits pour la région de Québec. Mon ami qui travaillait chez GNC est venu travailler pour l'entreprise. Puis de fil en aiguille, c'est parti sur des chapeaux de roue. Là. On a ouvert 2 magasins dans l'année 2006, 2 magasins dans l'année 2007. À l'époque, je travaillais encore à temps plein dans le domaine dentaire parce que j'avais des engagements. Fait que c'était 2 années où, au point de vue personnel, je te dirais qu'il y avait peu de place au loisir. Là. C'était essentiellement du travail et de l'investissement. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça l'a monté de fil en aiguille. J'ai fait 2 acquisitions de magasins Popeyes dans ma carrière. J'ai fait une acquisition de 3 magasins à la fin de l'année 2011, début des années 2012, qui m'a permis de consolider le Québec au complet. Puis j'ai fait une acquisition à Halifax, dans les Maritimes, en 2013. L'année 2013 était une année vraiment, je te dirais, formatrice, mais en même temps, qui a failli briser beaucoup de choses parce que mon ambition a vraiment été peut-être un peu trop importante. On est passé de 11 magasins à 19 dans l'année 2000. Presque doublé, là. Presque doublé, exact, avec une acquisition dans une province à 2-3 000 km de distance, avec des façons de faire différentes, une équipe différente. Fait que ça a quand même, ça a quand même été assez catalysateur pour moi. Puis depuis ce temps-là, on a continué à faire croître l'entreprise. Puis le COVID a été une période où on a sciemment décidé de prendre un break pour voir comment le marché allait se placer. Puis là, on débute sous peu une nouvelle phase de croissance qui devrait nous permettre de rajouter entre 8 et 12 nouveaux points de vente au Québec. C'est super intéressant, puis je suis content de l'avoir finalement entendu, là, puis c'est vrai, je ne le savais pas, mais ça m'intrigue, là, en 2013, là, tu disais que t'es comme une espèce d'année pivot, là, que ça a été très formateur, là.
c'est quoi, c'était-tu un peu que t'étais avare, entre guillemets, dans ce temps-là, tu t'es dit, genre, top of the world, faut grow absolument, tu sais, qu'est-ce qui t'a un peu poussé à cette ambition-là, là, de passer de 11 à 19 magasins, là? Y a-tu genre un déclic, quelque chose qui t'es dit, faut absolument que je fasse ça, il y a une opportunité dans le marché? L'opportunité de l'acquisition s'est présentée. C'était moi ou quelqu'un d'autre dans le marché. Fait que OK. ça, c'était les événements qui m'ont mené à ça. En même temps, en même temps, les ouvertures avaient été planifiées. Puis, dans le fond, c'était, c'est ça. C'était un concours de circonstances. Moi, je fais les choses, je fais des affaires parce que je suis passionné, j'aime ça, je compte pas mes heures, j'ai pas l'impression de travailler. Euh, On est deux, je te comprends. mais c'est ça, mais tu sais, aujourd'hui, ça m'a permis d'apprendre et de ne pas apprendre des erreurs que je reproduis. Je suis probablement sur le point de revivre un scénario similaire. J'ai beaucoup de projets que je mène de front à ces Mm. jours-ci. Mais moi, j'ai besoin d'être stimulé dans ma carrière. J'ai besoin d'être stimulé. Euh, j'ai une très bonne discipline. Je suis au travail, au bureau tout le temps. Euh, je travaille par choix tout le temps parce que j'aime ça. Pour moi, c'est pas un fardeau. Euh, mais c'est ça. Fait que c'est plus un concours de circonstances, je te dirais. Je comprends. Puis, tu sais, c'est souvent aussi comme ça que les bonnes opportunités d'affaires viennent, là. Tu sais, que c'est un mix de timing avec, ben, justement, le marché puis ta détermination, là. Puis justement, là, si on fait juste aussi un petit parallèle, tu dis que tu mènes beaucoup de projets de front en ce moment. Si tu peux me parler rapidement d'Everwell puis de Action Coach avant qu'on retourne un peu plus en détail dans Popeyes Québec Maritime puis qu'on approfondisse un peu ça. Si tu peux me parler aussi de ces deux entreprises-là rapidement. Oui, mais dans le fond, moi, ma vision, mon objectif, c'est d'accumuler des entreprises qui sont dans le domaine du health and wellness, donc la santé et le bien-être. C'est une passion pour moi. Je m'entraîne tous les jours, presque tous les jours. Pas seulement à pousser des poids dans un gym, mais Mm. en faisant du cardio, des entraînements HIIT. Mm. J'aime le hiking, le vélo, la course. T'aimes jeûner aussi? J'aime faire des jeûnes en même temps. Tu sais, j'ai beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est le health and wellness. Ouais. Donc, pour débuter avec Action Coach, quand tu arrives à un certain point dans ta vie d'entrepreneur, comme, excusez l'expression anglaise, mais there's so much you can do. Tu sais, à Mm. un moment donné, tu commences à te tourner vers l'externe pour aller chercher de l'expertise. Puis, j'ai été approché par la bannière internationale Action Coach, qui est pour moi un modèle qui est, à mon avis, parfait. Euh, c'est pas du rocket science, c'est du business 101. On fait le tour des systèmes, on fait le tour des départements, euh, on mesure les choses, puis on s'occupe de l'échelle de l'entrepreneur, on le fait passer de quelqu'un qui est dans la business, dans les opérations, à faire les choses, à être une personne qui va s'occuper de son entreprise, qui va avoir une vision externe. Puis les dernières étapes, c'est de devenir un aviseur, un investisseur avisé, un entrepreneur qui multiplie les entreprises. Puis c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Donc, pour moi, j'avais besoin d'aller chercher un écosystème de formation pour mon équipe. Je suis quelqu'un qui croit énormément dans la qualité des gens qui l'entourent. Donc, j'ai jamais lésiné sur les formations, jamais coupé les coins courts, coins carrés sur le coaching, le développement des gens, l'apprentissage. Je crois sincèrement que si tu n'apprends pas tous les jours, tu recules. Puis, donc, c'est pour ça qu'on a intégré Action Coach dans l'écosystème des entreprises, parce que là, aujourd'hui, on a une personne qui est ma partenaire Catherine, qui nous fait des formations. On a déjà eu plusieurs formations avec elle, qui coach, exemple, elle coach mon nouvel associé dans la compagnie Everwell, qu'on va parler après. Euh, Ça m'a permis d'aller chercher aussi du coaching de pointe pour moi en tant qu'entrepreneur. Puis c'est vraiment ce qui
la raison pour laquelle ça a une place dans mon écosystème, parce que c'est pas de la santé et du bien-être, mais que c'est un accélérateur pour tout le reste. Et puis, donc, pour revenir sur l'entreprise Everwell, dans le fond, on a une entreprise 100% digitale d'accompagnement de gens sur leur santé physique et des conseillers au niveau de l'entraînement et de la nutrition. Donc, on a un entraîneur virtuel. On utilise beaucoup le data, dans le fond, la technologie. Ce que j'entends par la technologie, c'est qu'on fait l'import de tous les trackers, fitness, Apple Watch, Fitbit, Garmin, bientôt Whoop. Et puis, on a des balances à impédance dans 6 des magasins Popeyes au Québec. Les balances InBody, où tu vas avoir vraiment un reading, ou si on veut, vraiment une analyse complète de ta composition physique, rétention d'eau, pourcentage de gras, masse musculaire, métabolisme de base. Puis ensuite, on a une équipe d'entraîneurs qui va prendre les données, qui va construire un plan pour la personne en fonction de vraiment leur spécificité. Fait que c'est un service qui s'adresse à des gens qui veulent prendre leur santé et leur vie en main, qui ont besoin d'un guide, quelqu'un au bout des doigts, une équipe virtuelle au bout des doigts pour vraiment les guider dans les meilleures façons de faire. C'est l'entreprise, c'est une start-up encore, mais on commence à avoir beaucoup de vélocité. On a beaucoup de clients qui témoignent et qui sont satisfaits. On a un service qui est accessible, abordable en termes de coûts. On ne croit pas nécessairement, pour notre entreprise à nous, au modèle d'un entraîneur qui va compter les reps à côté de toi dans un gym. Pour ça, on a une application qui va te guider avec les mouvements, le nombre de répétitions, les poids, tout ça, qui va avoir une vidéo qui va te montrer comment faire le mouvement. Mais suite à ça, on peut importer toutes les données, puis faire une méta-analyse, puis vraiment pouvoir faire des recommandations. C'est cool parce que tout ça, ça fit quand même dans ton modèle Popeye. Là. Il y a une logique, là, c'est assez conséquent tout ça ensemble. Puis j'ai mon ami tu connais très bien, là, qui est propriétaire de J7, là, puis j'étais allé souper avec lui l'autre jour, puis on avait un petit souper un peu copieux, puis il a dit non, je peux pas tout manger ces affaires-là parce que sinon Alexis va me chicaner, il va lire mon il va lire mon reading demain sur mes affaires, puis il va être fâché. Fait qu'il a fallu qu'il se tone down un peu. Fait que ouais, mais c'est très cool, c'est une belle recette à succès. Je pense que ça met bien la table un peu à qu'est-ce que tu essaies de faire justement avec niveau retail, niveau e-com, avec Popeyes. C'est cool que tu aies ces entreprises-là connexes qui viennent se mêler dans ton univers. Puis j'aimerais ça qu'on parle justement un petit peu plus précisément de Popeyes. Puis on a commencé à travailler ensemble en avril ou mai 2020. Donc, juste au début de la pandémie, en fait, je t'ai accroché sur LinkedIn là, pendant que tu avais fait une publication à propos d'un Shopify que vous étiez en train de bâtir, là, un genre de Shopify basic. Je pense que si tu avais des questions, tu voulais, dans le fond, que je me souviens plus du contexte exact, mais bref, tu avais comme des questions pour de Shopify. Fait j'ai accroché ça. On s'est parlé pour la première fois. Puis ma question, c'est la suivante. Pourquoi, à une taille aussi grande, vous aviez toujours pas de e-commerce? Tu sais, qu'est-ce qui a fait que vous avez dit non, nous autres, on veut pas toucher à ça pour le moment parce que c'est quand même late là, dans l'adoption du numérique, là, de commencer en e-com en 2020. Qu'est-ce qui vous a poussé à le remettre aussi loin? Ça faisait plusieurs années qu'on travaillait sur un channel pan-canadien. Nous, dans le fond, un des avantages qu'on a, c'est qu'on détient les droits sur le logo, sur le shaker que tu viens d'utiliser. Oui, exact. D'ailleurs, que je bois toujours mes trucs dans mon fameux shaker Popeye. Exact. Qui est un personnage connu, mais dans le fond, c'est un personnage qui appartient à la famille Hearst Holdings. Hearst Holdings, pour ceux qui connaissent la série Mad Men, c'est inspiré de M. Hearst, qui ont une branche qui s'appelle King Feature. King Feature, c'est le licencieur, lui, qui octroie des licences pour l'utilisation de leur propriété intellectuelle. Donc, Popeyes est un de ceux-là. Donc, Popeyes, l'origine, c'était un dessin
dessins animés dans des journaux américains. Mhm. Il en a découlé des dessins animés à la télévision, des produits dérivés, etc., etc. Les dessins En animés, gros, c'était Disney, là, je pense qu'il y avait ça, là. Espèce de non, Non, c'était pas Disney? OK. c'est Hearst, OK, c'est Hearst Hearst. Holding, puis King Feature. OK. Fait que nous, dans le fond, quand on a, en 2006, obtenu les droits d'utilisation du personnage, parce qu'avant, Bernie, le CEO, le propriétaire de la bannière, utilisait le nom, mais n'utilisait pas le personnage. Il Mm. utilisait le nom sans avoir les droits. Quand on a obtenu les droits en 2006, on a signé une entente de briques et mortier, là, de magasins physiques. À cette époque-là, le web commençait à pousser, mais le magasin physique était encore extrêmement fort. Les déconfitures de retail, les détaillants n'étaient pas encore arrivés. Mm. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, fast forward, peut-être 5, 6, 7, 8 ans plus tard, les discussions pour obtenir une interface web ont débuté. Puis il y avait quand même une résistance de King Feature, de Hearst Holding, parce que eux, dans le fond, notre entente est sur des magasins briques et mortier. Fait que, il y avait quand même une crainte qu'on fermerait ou qu'on stopperait notre expansion, OK. voyant un peu ce qui se passait dans le détail, tout ça. Fait qu'il y avait des discussions légales, puis des discussions économiques d'un côté. Puis, d'un autre côté, il y avait aussi des enjeux point de vue technologique. Nous autres, on est un modèle sous licence, un genre de franchise. Moi, je suis quand même chanceux de contrôler mon marché du Québec et des Maritimes. Mais en Ontario, t'as un magasin d'un bord de la rue, puis l'autre magasin de l'autre bord appartient à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y avait une complexité au niveau des prix, des promotions, de la sélection d'inventaire, tout ça. Fait qu'on menait tout ça en parallèle. Boum! La pandémie est arrivée en 2020. Fait qu'à l'intérieur de 7 jours, on s'est dit, regarde, advienne que pourra, c'est une question de survie pour Ouais, l'entreprise. c'est clair, là. On lance des micro-sites Shopify à travers le Canada. Puis, c'est ce qu'on a fait là, en 2020. Et puis, on a créé un site à l'intérieur de 7 jours avec mon équipe. On a mis plus de 2000 produits dessus. On a connecté les solutions de paiement, ouvert les comptes, fait le design, etc., etc. Fait que ça a été un travail colossal. Vraiment, pour moi, une super belle expérience où on s'est retrouvé dans un moment que je fais référence, que les zombies attaquaient. Là, les rues étaient désertes, tout le monde était en Vraiment. télétravail. Nous autres, écoute, pas le choix de le dire aujourd'hui, on était quatre ici au bureau à programmer, puis à monter le site, puis à rentrer des SKU, puis à designer, puis à connecter de la technologie. Puis C'est comme le hustle de démarrage d'entreprise du début, là. C'est comme si tout le monde repart au même pied d'égalité, là. C'est ça qui est fou, pareil, là. C'est une belle, comment je peux dire? C'est un beau moment qui est même, Ouais, mais qui est dur en même temps, là. exact. Fait que c'était le fun, là. Moi qui est quelqu'un de bien healthy, c'était le party, on commande la pizza, on commande du poulet, puis let's go. Fait que ça a été bien le fun, catalyseur pour l'équipe. J'étais avec ma garde rapprochée, John, mon acheteur, puis Eric, mon directeur marketing, puis Yvan, notre chef graphiste. Puis on a remonté ça, puis on est reparti, puis ça a sauvé les meubles à ce moment-là, parce que, écoute, la business a switché en ligne instantanément. Puis tu sais, on nommera pas de chiffres exactement, là, mais tu sais, je me souviens très bien parce que j'en reparlais à l'équipe à l'interne dernièrement, là. Mais tu sais, juste vos ventes, le premier mois, vous avez mis en ligne votre e-commerce, tu sais, ça n'avait pas de bon sens, là. Il n'y a personne dans la vie qui ouvre un e-commerce qui a autant de ventes le premier mois, là. Mais tu sais, c'était intéressant parce que c'était comme la fatalité que il y avait une habitude qui s'est créée auprès du consommateur, puis que là, le lien s'est comme brisé. Puis là, du jour au lendemain, ça revient, tu sais, en dedans de... Puis vous l'avez ouvert, je pense, début avril, là, comme vraiment tôt, là. 27 mars.
mars. 27 mars, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était tellement tôt. On s'entend, là, mettons, c'était après le 13-14 mars, là, que, tu sais, déclaré l'état sanitaire d'urgence, puis que là, tout le monde se met à capoter. Fait que, tu sais, un genre de 2 semaines en tout et partout, là, crise inclus, que là, vous étiez déjà up and running. Puis on voyait les ventes d'avril étaient assez immenses. Fait que c'est intéressant de voir quand même puis on va en parler plus loin, votre consommateur est fidèle, mais pas juste parce que votre expérience retail est bonne. Votre client est fidèle parce qu'il est fidèle à la marque puis à la qualité de service que vous lui avez offert. Puis ça, je pense que c'est témoigné dans vos ventes en ligne parce que si vous étiez juste un modèle de retail que les gens aiment parce que il y a des tops de protéines puis j'ai tout à la portée de la main, ben clairement, ça n'aurait pas fonctionné d'ouvrir un e-com. Mais en l'ouvrant, puis que là, quand les magasins ont réouvert après, ben là, ça a comme prouvé que, tu sais, un, il y avait un switch consommateur, puis deux, il y avait cette fidélisation là, qui était très, 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 très forte. Là. Fait que ça a été un beau rite de passage qu'on a été content de faire avec vous. Puis là, en ce moment, on parle d'un modèle hybride. Tu sais, vous avez comme les deux un peu en même temps. Ben, pas un peu. Vous avez les deux en même temps. Tu sais, si tu avais, mettons, à choisir entre les deux, je pense que la réponse est peut-être un petit peu claire parce que, bon, vous êtes né du retail, mais tu sais, si tu avais vraiment à dire, là, on doit tout recommencer, là, puis les entreprises ne peuvent plus faire les deux. Je suis obligé de faire un ou obligé de faire l'autre. Ou en fait, je prends une direction, lequel que tu favoriserais, mettons, en regardant les prochaines années? Ben, c'est sûr que c'est deux façons de faire différentes. Le web a les vent dans les voies. Mais moi, j'aurais pas le choix de te dire plus retail. Moi, je suis un gars de. Je suis un people's guy. J'achète en ligne, mais honnêtement, si j'ai l'opportunité, je suis super occupé, là, mais si j'ai l'opportunité d'aller dans un magasin, parler avec quelqu'un, me faire conseiller, avoir un bon service, être Mm. sûr de mon choix, poser mes questions, moi, c'est ma préférence à moi. Mm. Il y a des gens qui vont embarquer sur le net, ils vont monter une spreadsheet, ils s'achètent une webcam pour le bureau, Ah puis ouais. ils vont rentrer toutes les datas. Moi, j'ai pas beaucoup de patience pour ça. Mais, ma gang, on a une gang, on a des employés qui sont super fidèles, qui sont avec nous depuis extrêmement longtemps. Je dirais que le retail, c'est sûr, à 100%. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de l'un ou de l'autre. Tout est intégré. Ça fait longtemps que c'est intégré. On le sait qu'on était en retard. On ne pouvait pas faire autrement. On était probablement à, je te dirais, un 6 à 9 mois de lancer notre Omnichannel. L'Omnichannel a été repoussé parce qu'on était beaucoup dans le doing L'opérationnel, ouais. dans l'opérationnel COVID, web, etc. Mais on commence là, vraiment à mettre les choses en place pour monter une solution puis un site web qui va être révolutionnaire, qui va être un égal à notre expérience client en Mm. magasin. Puis pour nous, c'est vraiment important que les clients soient accompagnés et qu'ils aient l'information juste et exacte. Puis qu'on puisse devenir un one-stop shop, un commerce unifié, des magasins, tu achètes en magasin, tu retournes en ligne, vice-versa, tu achètes en ligne, tu retournes en magasin. Fait qu'on on a un beau modèle sur lequel on travaille, puis on est heureux de la situation aujourd'hui, mais comme je pourrais répondre, Ça serait le retail. c'est tout, un vieux dinosaure. Mais, puis mettons, je serais dans des souliers, j'aurais tendance à dire et sélectionner également le retail, puis on en parlera un petit peu plus tard, là, mais tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de puissant quand on rentre chez vous, là, puis on en parlait dans pas très longtemps. Mais là, tu parlais d'un peu, bon, les bons côtés, puis tu sais, qu'est-ce que ça a apporté, puis surtout, tu sais, l'organisation que vous êtes en train de vous donner, mais c'est quoi le lot de défis que tu trouves, tu sais, qu'est-ce que ça t'a apporté comme défi, justement, ou en fait, je recommence ma question, c'est quoi les défis que tu remarques depuis les 16 dernières années en retail, puis tu sais, qu'est-ce qui est perpétuel? Puis avec l'arrivée du numérique qui a été comme assez abrupt là, chez vous, c'est quoi les défis que tu as remarqués depuis les 2 dernières années? Parce que là, il faut que vous travaillez les deux ensemble. Là. Écoute, on a pour la plupart bien intégré ça. Je te dirais, écoute, on a un taux d'erreur sur nos commandes de 0,03%. Fait que je lève mon chapeau à mon équipe en magasin.
les gens sont très, très sharp. Écoute, des défis, il y en a, mais si on deal avec des produits qu'on vend, des fournisseurs qu'on vend, c'est pas une nouvelle business pour nous, c'est juste un nouveau channel. Mm. Fait que, fait qu'il- on est pas mal en contrôle de la recette actuellement, puis ça va super bien. Puis tu disais, les gars, ils font en fait les commandes, puis le taux d'erreur est bas. Donc, en fait, vous n'avez pas de warehouse, là, donc c'est shippé à même les magasins. Donc, comment ça fonctionne un peu le processus de distribution une fois que la commande est passée sur le web? Exact. Dans le fond, on a un système avec une logique qui distribue la commande au magasin le plus proche qui a la combinaison parfaite d'inventaire. Donc, exemple, si tu es à Brossard, euh, que tu commandes produit 1, 2, 3, si le magasin qui a ta commande, c'est celui de Trois-Rivières, ben c'est Trois-Rivières qui va shipper ta commande. Ok. C'est comme ça que ça fonctionne pour nous. Bien qu'il y ait des, euh, des territoires différents, des gens différents. On priorise le client. À la fin de la journée, le client, ce qu'il veut, c'est le produit chez lui le plus rapidement possible, sans erreur. C'est ce qu'on fait. Écoute, il y a beaucoup de commandes, surtout dans la région de Montréal, qui sont livrées la journée même. Mm. Tu commandes, mettons, mardi à 10 heures le matin. Il est fort probable que tu reçoives ta commande mardi, genre à 19 heures. Fait que c'est sharp, notre système est très, très sharp, puis on va le rendre de plus en plus sharp. À toi, on est présentement à la moitié du podcast. Merci d'avoir écouté juste ici. Assure-toi de nous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et même TikTok. Vous pouvez également vous abonner à votre infolette. On donne toujours du super bon contenu, pas de spam promis. Je prends également une pause pour vous mentionner que la meilleure partie du podcast est à venir. En deuxième partie, on va parler avec Philippe-Antoine du prix qu'ils ont gagné, étant nommé le commerce détail numéro 1 au Québec, passant devant la Saks, Simons, n'importe quelle entreprise de commerce de détail, donc le numéro 1 en 2021. On va également parler des systèmes de logistique qu'ils utilisent en interne, des systèmes opérationnels. C'est vraiment une super discussion. Donc, la meilleure de la discussion est à venir. Reste avec nous. Je te souhaite une bonne deuxième moitié d'écoute. Et justement, comment vous faites? Parce que c'est tout un petit peu la guerre là, des free shipping. Est-ce que je mets free shipping ou pas? Comment ça doit être rapide? Tu sais, Amazon a créé ce pattern-là auprès du consommateur, là, l'habitude d'avoir sa commande rapidement. C'est drôle parce que justement, on faisait un peu le relais de notre playbook là, du temps des fêtes, puis qu'est-ce qu'on va donner aux clients comme toi là, pour bien travailler. Puis on relatait les fêtes 2020, tu sais, Amazon avait des délais de presque 10 jours sur des produits en 2020. Puis les gens continuent à commander. Là. Tu sais, ça veut pas dire, puisque la commande prend quelques jours avant d'arriver, que c'est nécessairement mauvais. Mais c'est quoi cette sélection-là, en fait, ce vouloir-là que la commande arrive si rapidement? C'est parce que c'est quelque chose que vous avez étudié, que vous avez dit, c'est un deal breaker pour le consommateur? Est-ce que c'est parce que c'est vraiment dans votre expérience, vous dites, ben, la personne, si elle sollicite, si elle veut en ligne, ben, c'est comme s'il y avait en magasin, il faut qu'elle aille le plus rapidement possible. Quand vous êtes arrivé avec parce que ça doit être un investissement quand même, là, d'avoir aussi rapidement du shipping. Là. C'est sûr que la game sur le web de nos jours, c'est de pouvoir livrer rapidement. Si je reprends mon exemple, mettons, tu as un magasin physique dans la ville, mettons, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu demeures à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu commandes des produits d'une bannière qui a un magasin à Saint-Jean-sur-Richelieu. Écoute, moi, dans mon livre à moi, il faut que ta commande elle arrive rapidement. Ça arrive 2 semaines plus tard. Écoute, va sortir dans ton auto, va t'acheter des produits au coin de la rue. Là, fait que, pour battre des, des, des grands groupes, des grandes compagnies comme Amazon, ben, c'est un edge. Nous autres, notre edge, c'est qu'on a des points, des briques et mortiers partout au Canada. Fait qu'on peut le livrer rapidement via nos magasins physiques. À la fin de la journée, tout le monde a des compétiteurs. Dans mon industrie, j'ai des compétiteurs. Pour moi, le message que je peux envoyer à mes compétiteurs, c'est que la compétition aujourd'hui, c'est pas la bannière, c'est pas GNC, c'est pas la bannière au bord de la rue, c'est
Amazon, puis le Food, Drug and Mass pour nous, Walmart, Costco, les épiceries, puis les pharmacies qui ont des points de vente partout. Là. Fait que, c'est ça, tu sais, qui est pas le risque, mais le compétiteur à battre. Puis pour les battre, ben, le Food, Drug and Mass, c'est le service. C'est d'avoir des points de vente qui vont être suffisamment proches pour que les clients puissent s'y rendre. Ils ne feront pas 1 heure et quart de route, là, oublie ça. Puis pour Amazon, c'est aussi le service. Là. Moi, un jour, j'ai essayé de retourner de couche à Amazon. Écoute, ça a été quand même un bon cauchemar. Puis, il y a quand même une inconsistance avec Amazon. Des fois, tu commandes des affaires, effectivement, c'est là le lendemain. Des fois, ça prend 12 jours. Fait que, puis, en dernier lieu, les gens, il faut quand même qu'ils considèrent que autant que ce soit dans les suppléments, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans l'alimentaire, honnêtement, d'encourager les commerces locaux, c'est gagnant à long terme pour tout le monde parce que les profits d'Amazon ils sont pompés dans les poches de qui on sait, puis bye la visite, là, ils investissent, ouais, ils achètent un terrain industriel pour des peanuts, ils construisent une boîte, puis ils engagent du monde ou des robots, essentiellement, éventuellement des robots. Le monde qui travaille là, j'espère qu'ils considèrent qu'ils ne feront pas leur carrière chez Amazon. Là, le but ultime d'Amazon, c'est de livrer des colis sans les humains. C'est le modèle d'affaires, c'est ça. Est-ce que tu aurais tendance à dire, puis je reprends ce que tu mentionnais, là, que faut encourager le commerce local, puis pour nous, c'est vraiment quelque chose de super important. Là. D'ailleurs, on a eu notre certification B Corp il y a peut-être moins d'un mois, là, je te dirais quelques semaines. Puis dans notre, comment je peux dire, dans nos engagements B Corp, pour ceux qui ne savent pas, vous irez voir ce qu'est la certification B Corp. Dans nos engagements B Corp, on a justement d'encourager de travailler avec des entreprises qui favorisent le commerce local, qui favorisent aussi, bon, je vais dire, l'interlien local, d'acheter de manufacturiers ou de fournisseurs qui peuvent être canadiens ou encore mieux québécois. Bon, évidemment, ça ne peut pas être 100% des produits, mais plus qu'un effort qui est fait dans cette direction-là, plus c'est quelque chose qui nous intéresse. Puis pendant la pandémie, on dirait que c'était, le gouvernement nous cassait les oreilles avec ça, là, puis avec raison, là, de dire, ben, acheter d'ici, puis bon, ils ont même fait cette extraordinaire tentative qu'est le panier bleu. Je ne mettrai pas mon opinion sur le podcast, là, mais ça veut dire qu'ils ont fait cette transactionnel qui a coûté 500 000 fois le prix du e-commerce de Popeye. Fait que, ça veut dire que toute cette espèce de mouvement-là qui a été fait, là, on a vraiment l'impression que dans la dernière année, enfin, puis encore plus accéléré dans les 6 derniers mois, la tendance d'achat local a comme diminué. Toi qui as autant de magasins, qui as une vue sur le commerce de détail, puis là qui a une vue aussi sur le commerce électronique, comment tu vois ça justement, cet achalandage-là, ou du moins le fait que le consommateur est moins interpellé par ce soi-disant achat-là local? Là? Écoute, je pense que les gens sont encore conscients de ça. Je pense que les gens le sont depuis longtemps. Nous, environ, je te dirais, je n'ai pas refait un calcul là, hier, là, mais aux dernières nouvelles, à peu près 80% de nos produits sont canadiens. Puis là, on peut driller. Là, qu'est-ce que ça veut dire des produits locaux? Comme dans notre industrie comme dans une autre, c'est pas tout qui est local. Les ingrédients, pour la plupart, qui sont pas locaux, vont être faits en Europe, aux États-Unis, en Asie. Mais l'assemblage est fait au Canada. C'est des marques canadiennes, la propriété est canadienne. Ils emploient des gens, des Canadiens dans leur entreprise. Je pense que les gens sont conscientisés, mais il faut aussi que les détaillants, les entreprises canadiennes offrent un produit de qualité compétitif pour les clients. À la fin de la journée, si tu as un produit qui est moins cher,
20% ou de 25% sur Amazon, ben, ça, tu sais, nous, on a fait le travail avec nos fournisseurs, tu sais, ils ne peuvent pas offrir des conditions avantageuses à Amazon. Tu regardes aujourd'hui les prix des suppléments, tu compares le site de Popeyes, les produits qu'on a, avec les formats valeur ajoutée, avec les produits qu'on tient, tu vas sur Amazon, puis on n'est pas plus cher, là, on est moins cher dans 99% des cas, puis avec les promotions qu'on a, on est beaucoup moins cher qu'Amazon. Mais ça, nous, c'est un travail qu'on a fait avec nos fournisseurs. Qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous soutenir l'industrie canadienne, que ce soit nous, que ce soit nos compétiteurs, ou voulez-vous vendre votre âme au diable? Parce que Amazon, puis là, j'ai l'air de quelqu'un qui est en train de sacrifier une chèvre qui s'appelle Amazon. Non, mais tu sais, c'est à la fin de la journée, pour eux, c'est des widgets. Là. On va vendre des suppléments, on va vendre des bottes, on va vendre des mufflers, on va vendre des pneus, on va vendre des souliers. Tu sais, il n'y a pas, Il n'y a pas de logique, là. Il y a pas de c'est pas conséquent, là. Le marketplace, ils vendent de tout. En fait, tu sais, à la base, Amazon, là, ben, mettons, tu dig deep down dans le modèle d'affaires en ce moment, c'est même pas un e-commerce, c'est une entreprise de logistique puis de distribution. Tu sais, les gens qui vendent sur Amazon, là, ils payent une fortune en distribution pour être fulfilled by Amazon. Ils payent le square foot par mois. Quand il y a beaucoup de produits dans l'entrepôt, ça coûte plus cher. Puis, tu sais, Amazon font de l'argent là-dessus parce que j'avais vu plein d'études qui démontraient ça. Tu sais, des fois, Amazon vendent pratiquement au cost, puis des fois même en bas du cost sur des genres de doorstopper pour faire venir les gens puis d'acheter bon volume puis tout ça, mais ils font de l'argent dans le backdoor avec le manufacturier, exemple de, je sais pas, de protéines ou de suppléments, qui lui vendrait à Amazon que, tu sais, son stock est peut-être dans ses tablettes ou reste là chez Amazon. Fait que, tu sais, il faut faire attention, puis je comprends que tu sacrifies la chèvre Bezos en public, là, puis je suis plutôt d'accord. Puis moi, j'ai une relation amoureuse avec Amazon dans le sens que, tu sais, ça troue un peu le portefeuille de certains de nos clients, puis en même temps, j'achète dessus, je ne serais pas hypocrite. Puis on a des clients aussi qui vendent sur Amazon, mais il faut juste être conscient tu sais, du modèle d'Amazon, puis voir aussi comment est-ce qu'on peut compétitionner. Puis tu m'as un peu enlevé les mots de la bouche tantôt. Tu sais, c'est quoi l'avantage que vous avez? Parce qu'exemple, là, genre, je me souviens plus du produit qu'on avait regardé, mais genre Ghost Supplement, là, mettons qu'ils vendent de la créatine ou mettons, on va dire un pré-workout, s'ils décident de vendre sur Amazon, le même cost qui vous le vend à vous, puis Amazon le vend le même prix que vous autres, c'est quoi l'avantage qu'il y aurait d'acheter sur votre site versus Amazon? Puis là, dans le fond, tu l'as mentionné un petit peu plus, peut-être j'aimerais ça juste qu'on l'approfondisse, mais les formats qui sont bonifiés souvent en magasin. Tu sais, j'étais allé acheter plein de trucs chez vous en fin de semaine, puis j'ai acheté 4 étiquettes jaunes qui étaient comme, mettons, les formats suppléments valeur, puis là, il y avait comme moins, je pense, 15-20% sur les formats suppléments quand tu en achetais deux, puis c'est-tu l'accumulation justement de ces bons deals-là que vous êtes capable de devenir hyper compétitif, même bien meilleur que ces plateformes-là? Oui, ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses. Une des choses qui est vraiment notre avantage, on a travaillé avec nos fournisseurs qui nous offrent des produits bonifiés, ce qu'on appelle des produits à valeur ajoutée. Donc, on a souvent un 20 à 50% plus de produits, donc le coût par portion le plus bas de notre industrie. Donc, ça, c'est un gros edge. Nos clients sont évidemment des gros fans de ces produits-là. Parce que là, on a vraiment les meilleurs produits, the best of the best dans le format valeur ajoutée. Écoute, le service qu'on a, la proximité qu'on a avec nos clients, on connaît nos clients souvent par leur nom. On est toujours disponible pour les aiguiller. Puis honnêtement, que ce soit un produit qui soit acheté chez nous ou ailleurs, mon team vont te dire comment le prendre, quand le prendre, quoi prendre, pourquoi le prendre, pourquoi l'ajuster, etc. Fait que je pense que c'est tout ça. Puis, tu sais, si Amazon ne rentre pas avec le prix, ce qui leur reste, c'est la rapidité de livraison. Si tu as la rapidité de livraison, qu'est-ce qui leur reste? Je pense qu'un consommateur avisé, les gens sont quand même conscientisés, encourager les entreprises locales qui font travailler des gens. Fait que, nous, on a des augmentations de vente
très importante, la business va bien. Puis pour nous, Amazon, si ils sont encadrés dans la boîte où ils doivent être, on ne laissera pas faire ce qui a été fait dans l'électronique. Amazon a couché Future Shop et Best Buy qui ont fini par se marier ensemble. Puis, c'est une business qui est maussade. Là. Tu rentres dans un Best Buy aujourd'hui, c'est pas. Moi, je me souviens de mon jeune temps, tu rentrais dans un Future Shop avec toute une expérience, Mais ça. tu pouvais acheter, puis c'est ça. Fait qu'on les laissera pas faire. Ouais. Puis, malheureusement, moi, mon équipe, on travaille avec les fournisseurs qui travaillent avec nous. Puis, on va toujours offrir le produit, un produit de qualité, puis on pense à nos clients. En même temps, il faut penser à l'industrie au complet. Puis, Mm. c'est ce qu'on fait. Effectivement. Puis là, depuis tantôt, justement, tu me parles un petit peu là, je vais dire, de la secret sauce, là, ou tu sais, qu'est-ce que vous faites pour rester pertinent comme détaillant. Puis en 2021, vous avez été nommé le meilleur, puis je dis le numéro un, meilleure expérience en magasin au Québec selon un sondage DG Marketing. Puis là, on parle quand même devant, tu sais, genre Yves Rocher, La Sac, Nespresso, Nespresso, Lemon, n'importe qui. Popeyes est devenu numéro un au Québec dans les sondages. Puis pour de vrai, je vais vous le dire, puis c'est pas parce que je suis client chez vous, mais avec raison, parce que j'ai un magasin, j'habite la région de Repentigny, puis je vais au magasin de Lachenay depuis que je me souviens que j'ai commencé à m'entraîner, là, fait qu'au moins une bonne dizaine d'années. Puis pour moi, l'expérience a toujours été égale et tu sais comme ça a toujours été comme je veux dire linéaire là, dans le sens que ça a toujours été au top. Je rentre, il y a toujours quelqu'un qui est en avant, qui m'accueille, tu sais, qui me demande qu'est-ce que je suis venu voir, chercher, si je connais les promos en ce moment. Tu sais, c'est tellement tout le temps égal. Comment vous faites pour garder ce niveau-là dans je vais dire, dans un univers où est-ce que tout ce qu'on entend parler, c'est les jeunes veulent plus travailler, puis il y en a des jeunes dans vos commerces. Tu sais, les jeunes veulent plus travailler, les commerces de détail, ça meurt parce que le monde, ça les intéresse plus. Puis moi, je rentre dans un Popeye, là, j'ai des jeunes allumés, dynamiques, qui connaissent leurs choses, qui sont passionnés, tu sais, on a de la complicité quand on discute. Puis tu sens tout ça, là, c'est très palpable. Puis clairement, ça s'est reflété dans les sondages dans une année pandémique où est-ce que le staff puis la réalité a fait ça comme ça. Enfin, comment vous avez fait? Puis en fait, comment vous avez fait? Puis comment vous faites pour garder ce edge-là puis ce niveau-là aussi dominant dans le marché sur l'expérience en commerce de détail? Ben, je pense que c'est pas simple, là. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Je pense d'avoir un souci client à la base, c'est ça qui est important, de, de mettre de l'emphase dans ce qu'on fait, puis de penser au client avant tout dans tout ce qu'on fait. Dans nos magasins, il n'y a pas de commission, il n'y a pas de vente à pression, il n'y a pas de spiff, il n'y a pas de backdoor deal, whatever. Pour nous, ce qu'on demande à nos gens, c'est d'offrir une expérience, de partager leurs connaissances, de partager leur passion. Fait que, c'est beaucoup de choses, c'est bien sélectionner les gens, s'assurer qu'ils sont heureux au travail, qu'ils sont motivés, qu'ils sont compétents, mettre de l'emphase sur le service. Écoute, on pourrait en parler pendant probablement 4 jours, puis on n'aurait pas fait le tour de la question. C'est clair. C'est quelque chose qu'on discute à tous les jours, à tous les moments. On n'est pas parfait non plus, mais pour nous, c'est un des focus de l'entreprise. Chaque entreprise a son focus, mais dans un monde où il y a peu ou pas de services, dans un monde où effectivement il y a raté de la main-d'œuvre, ils disent que les jeunes ne veulent pas travailler. Je ne pense pas que les jeunes ne veulent pas travailler. Je pense que les jeunes veulent travailler différemment. Très Je d'accord. pense que les jeunes, tu dois leur. Puis, je parle des jeunes, on dirait que c'est mon père qui me parle il y a 20 ans. Mais, T'es rendu là, Philippe-Antoine, t'as pas le choix. C'est le rite de passage obligatoire. ouais, mais je pense que les jeunes, ils ont besoin de choses différentes. Il faut manager nos équipes de façon différente. Puis je te suis, JP, ces médias sociaux, tu l'as compris, vous faites des choses différentes.
vous écoutez vos équipes, vous leur offrez des conditions au-delà du marché. Puis, écoute, c'est la réalité. Puis, il faut s'adapter. Il faut pivoter. Je pense qu'il y a quand même des choses qui doivent être des, des choses importantes sur lesquelles on met de l'emphase. Puis, pour nous, le service et l'expérience, c'est un des focus. Puis ça finit par se transposer au quotidien, mais des années et des années et des années d'efforts. Ce que nous, on fait, ce qui est difficile dans ce qu'on fait, et chaque entreprise est différente, mais ce qui est difficile, c'est ce qui se passe à l'intérieur des quatre murs. Ouais. Ouvrir un magasin qui vend des suppléments, d'appeler nos fournisseurs, ils vont en vendre des produits. Là. Ouais. D'avoir des produits sur des tablettes, n'importe qui peut faire ça. Ouais. De faire vivre une expérience, d'avoir un vibe que les clients vont retrouver, c'est tough. Ben, sans nécessairement dévoiler la secret sauce parce que clairement tu l'as trouvé, mais peut-être qu'on pourrait juste parler, mettons, de choses que vous faites différemment que pour le soin des auditeurs. Là. Puis peut-être que j'en ai un en tête. Je sais que vous organisez une fois par année le gala Popeye, que vous remettez un peu des prix aux gens qui se sont distingués, puis les gens ont quand même des objectifs assez concrets. Moi, je crois beaucoup aux objectifs concrets, ou du moins, de tendre vers une mission. Parce que depuis tantôt, tu parles de conditions, de faire les choses différentes. Oui, je pense que ça fait partie du lot de ce que les jeunes, puis on va dire, mettons, les moins jeunes, les gens s'attendent en 2022 comme emploi. Mais aussi, je pense que l'atteinte d'objectifs concrets, puis de se parfaire à travers ça, en fait, je veux dire, parle beaucoup aux gens en 2022. Fait que peut-être tu peux me parler un peu justement des objectifs que vous tracez au monde, puis votre gala Popeye. Là, je pense que c'est deux éléments que on voit peut-être moins dans le retail, puis que ça fait aussi que ça crée une rétention puis une fidélisation des employés à la marque. Là. On fait une fois par année un gala où on remet des prix aux gens qui se sont démarqués. Puis on remet peut-être une quinzaine de prix différents. Mais ça, c'est une chose qu'on fait une fois par année, mais quotidiennement, on souligne les bons coups, les gens dans l'équipe. Ça prend de la constance. Je pense que ça prend un mindset de A à Z. C'est sûr qu'à la base, les membres de l'équipe qui sont heureux, qui aiment ce qu'ils font, vont transmettre leur passion. Pour nous, c'est quand même de pouvoir enlever les irritants qu'ils peuvent avoir dans leur travail. Puis moi, mon focus, c'est pas mal deux choses. C'est le client interne, mes employés, mes clients externes, nos clients qui achètent des produits. Ouais. Et je commence par tout faire en mon possible pour rendre mes clients internes, mon équipe, heureuse. Puis quand eux sont heureux, sont épanouis, ils voient la vision, ils voient qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, ils voient du tangible, ben, pour eux, c'est facile par la suite de partager leur passion puis de rendre nos clients heureux. Fait que, l'un ne va pas sans l'autre. C'est clair. C'est clair. Puis, je pense que justement, ça fait partie un peu de la recette secrète. C'est super bon. On approche là, du 50 minutes. Ah non, on est rendu à 52 minutes. J'avais peut-être deux petites questions puis une bonus en extra que je viens d'avoir sur le fly en tête. Mais j'avais deux petites questions en fait qui parlent plus de SKU, de management, en fait, de technologie, parce que je pense que c'est un point qui fait peur aux gens qui sont en train de gratouiller tout ce qui est ERP, un système là, de gestion de la relation client, CRM, e-com, de tout faire parler ça ensemble, là, c'est une méchante bébite. Comment vous avez fait justement avec l'arrivée d'un e-com? Tantôt, tu disais que le picking des produits quand on part d'un e-com se fait assez facilement, donc c'est la correspondance des SKU qui est la meilleure combinaison avec le code postal. Puis vous parlez dans le futur d'avoir un omni-channel avec une expérience qui serait aussi bonifiée qu'en magasin. Fait que là, aujourd'hui, comment est-ce que Popeye fait
pour faire parler leur magasin puis leur e-com ensemble, sans nécessairement nommer les noms, mais comment vous faites parce que là, tu as le numéro de téléphone qui est rattaché, les courriels s'envoient, puis il y a comme toute cette matrice-là. Comment vous l'avez un peu bâti? Ça a été quoi l'espèce de point de départ, puis dans quelle direction vous êtes en allé pour que là, aujourd'hui, ça se tienne? Ça fait pas longtemps là, que vous avez ça, là. Ben, il y a un driver, dans le fond, il y a un système maître, si on veut, euh, parce que tu peux pas avoir plusieurs systèmes qui prennent des décisions. Fait qu'il y a un système maître qui est notre système de point de vente, puis c'est lui qui drive le show, le web, ça se trouve être un peu une vitrine, là, c'est un magasin virtuel, C'est ça, carrément. j'allais dire, le web, c'est comme si c'était un autre magasin, là. C'est votre 20, mettons, 8e magasin, là. C'est une vitrine virtuelle, puis les gens, dans le fond, il y a toute une logique qu'on a perfectionnée sur la disponibilité des stocks, puis qui prend en compte, dans le fond, les ventes en temps réel, qui prend en compte les possibles out of stock, tout ça. Puis c'est pas un système parfait. Des fois, il y a des choses qui tombent entre les cracks. Ça prend une intervention humaine. Ouais. On a mis un système intelligent qui fait du load balancing entre les commandes web, l'inventaire en magasin. Puis l'idée, c'est de pouvoir être en stock le plus souvent, le plus souvent possible. Fait que, il y a un bon casse-tête technologique, là, je te dirais. C'est clair. Puis on est sur le point de défaire ce casse-tête-là pour en reconstruire un plus gros, avec plus de morceaux encore. Plus complexe. C'est ça. C'est des affaires qui m'allument, là. C'est des projets que je me garde. Moi, aujourd'hui, mon rôle dans l'entreprise est différent. J'ai des gens dans mon équipe qui sont hyper compétents, ils savent ce qu'ils font. La dernière affaire qu'ils veulent, c'est m'avoir d'impact. Fait que je me tasse, puis je me prends des projets qui m'excitent, puis je les drive. Une fois qu'ils sont drivés, ben, je les passe aux personnes concernées. Fait que ça, c'est un de mes prochains bébés, puis j'ai l'intention de concevoir un petit chef-d'œuvre de e-com, quelque chose qui va être différent, révolutionnaire. J'ai beaucoup d'idées. Fait que c'est un work in progress. Mais, écoute, je parle en parabole, ça ne donnerait rien que je dise aux gens, écoute, on utilise telle affaire. Puis, toutes les industries sont différentes, toutes les business sont différentes. Ouais. Je parlais avec une personne dernièrement, qui utilise HubSpot pour sa business. Moi, HubSpot pour le retail, c'est bon rien. Là, ça marche. Les clients qu'on a, mais dans ma business Everwell, on utilise HubSpot. Dans ma business Action Coach, on utilise HubSpot, qui est un CRM très connu. Fait que, c'est ça, mais il y a beaucoup de customization. L'entreprise est quand même costaud. Là. On a quand même beaucoup de clients, beaucoup de SKU. Ça fait longtemps qu'on est en opération. On a beaucoup de data. Et mon gros focus, c'est vraiment le data, la technologie, puis, les opérations reliées à ça. Tout ce qu'on peut automatiser, tout ce qu'on peut passer avec une technologie supérieure. C'est ce qu'on fait actuellement à vitesse grand V. Là. Écoute, je te montrerai pas là, mon gestionnaire de projet, là, mais écoute, ça déborde. Il y a pas mal de lines qui roulent en même temps. Puis on s'en va vers une business qui va être très, très intégrée technologiquement. Moi, je crois l'entreprise la plus avancée au point de vue technologique dans le retail. Je suis pas mal convaincu. Puis justement, ça fait un excellent pont avec ma dernière question, avant ma petite question bonus. Comment, avec autant de SKU à vendre, parce que vous en avez vraiment beaucoup, là, vous en avez des milliers, je pense que, puis là, de mémoire, vous n'avez pas 100% de l'inventaire retail magasin qui est en ligne, à moins que je me trompe, là, tu pourrais me corriger. Fait que comment est-ce que vous faites pour faire une sélection de ce qui est en ligne, ou est-ce que vous avez tout votre inventaire de retail en ligne? Donc, puis s'il n'est pas tout en ligne, comment vous faites la sélection? Non, on a plus de SKU en ligne qu'en magasin. OK, c'est l'inverse. OK. Ouais, exact. Puis comment vous faites justement pour faire cette sélection-là? Pourquoi qu'il y en a plus
en ligne, parce que dans le fond, c'est qu'il y a des magasins qui n'ont pas tout parce qu'ils sont plus petits et vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir tout. Puis on s'en va vers un modèle où on a encore plus de sélection en ligne sous un modèle pour lequel j'ai une secret sauce. Mais dans le fond, la vitrine en ligne, les gens, moi, idéalement, si je peux avoir tous les produits qui existent dans le domaine des vitamines, des suppléments au Canada sur ma vitrine en ligne, je capturerais des ventes. Là, il y a un problème d'inventaire. On a une solution pour ça. On a plusieurs solutions pour ça. Mais une des raisons pourquoi on revient sur Amazon, une des raisons pourquoi que c'est un marketplace qui est aussi dynamique, c'est que, écoute, tu as besoin d'une boîte carrée pour réparer ta tondeuse. N'importe quoi. Tu vas en trouver. Ah ouais, c'est clair. Que, C'est cette en fait, c'est l'hyper en fait organisation puis la méga disponibilité de marketplace qui fait la différence, là. Ben, on arrive à notre one hour mark. J'ai une dernière question. En fait, c'est plus comme un nouveau point. Nouveau siège social. Popeye, parle-moi en donc. C'est quoi ça? on a débuté la démolition, on est le 11 août, on a débuté la démolition le 8. Excuse-moi, pas le 8, le 10. Donc, j'ai acheté un terrain sur le boulevard Tachereau, à peu près au coin du boulevard Rome. Puis, on va construire, dans le fond, notre futur siège social, une bâtisse de 36 000 pieds carrés, 24 000 pieds carrés de souterrain sur 4 étages. On va avoir, dans le fond, au rez-de-chaussée, un magasin Popeyes. Puis, écoute, je l'annonce pas officiellement, mais je travaille sur un autre projet de nouvelle business qui aurait un emplacement physique brique et mortier aussi dans l'immeuble. Puis je me garde le troisième étage pour nos bureaux. Donc, on a une surface de 8 000 pieds carrés avec une terrasse extérieure et puis des bureaux là, qui vont être pour l'entreprise Popeyes, pour les deux nouvelles entreprises que j'ai parties, Everwell Action Coach et pour la prochaine qui s'en vient. Je suis pas mal dans un tournant dans ma carrière d'entrepreneur où j'ai des gros projets qui s'en viennent, qui vont être annoncés. Puis le siège social, c'est vraiment le point tournant pour nous d'avoir l'écosystème, d'avoir un magasin relié à notre siège social pour avoir un laboratoire où on va pouvoir faire plein de choses. C'est très cool. Ben écoute, c'est un méga projet, comme on dit, là. C'est pas rien acheter un terrain de cette dimension-là puis de bâtir une bâtisse de cette taille-là. Fait que on va te souhaiter bonne chance, même si la chance n'a rien à voir dans tout ça. C'est plus du travail fort puis de la détermination. En terminant, Philippe-Antoine, le mot de la fin. Le mot de la fin, écoute, j'ai rien à brûle pour point. Moi, j'aime partager. S'il y a des gens qui écoutent le podcast, qui ont des questions, ils peuvent me retrouver sur les médias sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, sous Philippe-Antoine Defoy, peuvent m'ajouter, puis poser des questions, partager des choses. Je suis très ouvert, puis j'aime aider les gens. Puis ça, c'est un gros vecteur de ce qu'on fait, de Très vrai. Popeyes, de Coach, puis d'Everwell. Le vecteur, c'est carrément ça. Tu sais, avec Popeyes, on aide les gens. Tu sais, les gens viennent en magasin, puis pour la plupart, ils veulent quelque chose. Tu sais, ils veulent changer des choses au point de vue de leur santé. Même chose pour Everwell. On va plus loin avec Everwell. On est capable vraiment de les mettre sur un programme pour les enligner dans une track pour vraiment les aider. Puis, écoute, Action Coach, on n'en a pas parlé beaucoup. On a parlé de ce que ça faisait à l'interne. Mais dans le fond, c'est une entreprise qui fait du coaching d'affaires, du coaching exécutif. Donc, on aide les entrepreneurs à devenir des meilleurs entrepreneurs, à avoir une balance, à trouver des façons de faire pour s'élever dans l'échelle de l'entrepreneurship. Tu sais, quand tu débutes, tu es un doer, comme j'expliquais au début, tu es souvent le gérant de ta
propre business. Des fois, tu es aussi l'employé parce que tu n'as pas de staff. Mais à un certain moment, tu montes, puis tu deviens dirigeant. Quand tu as passé l'étape de dirigeant, mais tu peux commencer à te retirer des opérations pour faire d'autres choses. Une fois que tu as fait ça, ben, tu peux devenir un investisseur, tu peux acheter d'autres entreprises, les redévelopper, les vendre, les conserver. Fait que c'est ça qu'on enseigne. Mais au début, le mastery, c'est comment contrôler tous les départements, comment mettre en place des systèmes. Une entreprise, c'est une accumulation de systèmes. Quand tu as compris ça, tu as compris pas mal le secret de la sauce. C'est clair. Quand tes gens, ils ont des procédures, ils ont des processus, ils savent quoi faire, comment bien le faire, ben, tu as beaucoup moins de questions qui atterrissent sur ton bureau en urgence parce qu'il y a un manuel, il y a quoi, regarde-le. Ben écoute, Philippe-Antoine, je te félicite pour autant de l'aide que tu donnes, autant au niveau mental, pour les gens physiques, les suppléments puis les conseils de coach. Je pense que tu es un bon modèle d'entrepreneuriat, puis on va pouvoir te suivre avec grand plaisir dans les prochaines années. Puis j'ai hâte de passer sur voir Tachereau, voir cette immense immensité-là de 4 étages. Là. Ça va être très, très cool. Et que merci beaucoup de ta présence. C'est pour moi toujours un honneur de recevoir des gens comme Philippe Antoine sur le podcast. Donc, c'était le 24e épisode du podcast Entre deux pubs, présenté par l'agence de marketing web Rablab. Donc, vous pouvez toujours nous suivre sur nos médias sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram et depuis tout récemment, quand même, TikTok. On a fait quelques petites tentatives sur TikTok. Je dirais pas qu'on est rendu des experts TikTok, là, très loin de là, mais on commence. Okay, si vous voulez nous suivre, on est là. Et évidemment, toujours les postes ouverts chez Rablab. Funny story, on a embauché 4 personnes cette semaine, donc on va avoir ben du firepower à l'automne. Alors, je suis très content et très fier de ça. Mais au-delà de ça, on va vous dire un prochain épisode dans deux pubs. Présentement, on pré-enregistre pendant l'été, donc les épisodes vont sortir début de l'automne. Alors, si on est au mois de septembre-octobre, ben bonne petite laine, bon automne et à bientôt.